Reprise des attaques anti-israéliennes après une brève accalmie. Un attentat à la voiture bélier commis entre Hébron et Jérusalem. Un garde frontière très grièvement blessé. Le conducteur palestinien, lui, était abattu. Une star du Real Madrid en garde à vue, le footballeur Karim Benzema est entendu depuis ce matin à Versailles dans l'enquête sur le chantage à la vidéo intime dont a été victime un autre footballeur, Mathieu Valbuena. Et puis dans 30 minutes, une édition spéciale consacrée à l'assassinat d'Yitzhak Rabin. C'était il y a tout juste 20 ans à Tel Aviv. Reportage invité pour évoquer ce drame qui marque encore l'histoire d'Israël. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. Après une accalmie de 24 heures, reprise donc des attaques visant des Israéliens palestiniens foncés avec sa voiture. Vous allez le voir sur cette image prise sur les lieux du drame, particulièrement violente, sur un groupe de policiers. Vous voyez l'impact extrêmement violent. L'un des policiers a donc été projeté en l'air. Il est très grièvement blessé. Ce soir, son état est même jugé critique. Le conducteur palestinien de la voiture a lui été abattu par les autres policiers présents sur les lieux de cette nouvelle attaque donc, qui s'est produite entre Jérusalem et Hébron. La Grande-Bretagne a décidé ce soir de suspendre tout vol civil depuis l'aéroport égyptien de Sharm el-Sheikh. Londres craint en effet qu'une bombe ne soit bien à l'origine du crash de l'avion russe dans le Sinaï qui a fait 224 morts. L'analyse des boîtes noires, elle, n'a pas encore livré son verdict, mais l'État islamique, lui, a réitéré aujourd'hui sa revendication. Maxime Pérez. Vidéo et enregistrement audio à l'appui. Le groupe Daesh a réaffirmé ce mercredi être responsable du crash de l'avion russe dans le désert du Sinaï. Ici, des sucreries sont distribuées aux partisans du mouvement pour célébrer cette victoire. Des combattants djihadistes russophones apparaissent même dans ces images de propagande. L'un d'entre eux semble être un jeune converti. Prouver que nous ne l'avons pas fait s'écraser et comment il est réellement tombé. Nous avons abattu l'avion avec l'aide de Dieu et nous vous livrerons les détails de la manière dont il est tombé au moment que nous aurons choisi. En attendant, aucun élément n'est venu jusqu'ici étayer l'hypothèse d'un attentat. Au Caire, des experts poursuivaient l'examen des deux boîtes noires de l'appareil, dont l'une conserve les sons et les conversations dans le cockpit, et la seconde, les paramètres de vol. Les enquêteurs s'attendent à un travail de longue haleine, mais espèrent que les boîtes noires permettront de trancher entre les deux hypothèses envisagées pour expliquer cette catastrophe aérienne, l'attentat ou l'accident technique. Selon une source proche de l'enquête, une explosion aurait pu survenir dans le moteur de l'avion. La commission a décidé d'étendre la zone de recherche à 40 km et d'utiliser des drones de reconnaissance. À 9 h du matin, au 4 novembre, 33 corps ont jusqu'à présent été identifiés par l'équipe de recherche. À Saint-Pétersbourg, d'où étaient originaires la plupart des 224 victimes de l'Airbus A321, une foule d'anonymes a continué à se recueillir devant l'aéroport Pulkovo. Des peluches, des bougies et des fleurs y ont été déposées spontanément, en hommage aux victimes de ce crash. Et puis autre crash d'un avion russe, un Antonov, cette fois transportant de l'aide humanitaire. Il s'est écrasé dans une zone habitée près de Juba, au Sud-Soudan. Bilan au moins 36 morts, dont les 5 membres d'équipage arméniens. Selon le constructeur, eh bien, l'appareil n'était pas en état de voler. Il s'agirait donc d'un accident dû à une défaillance mécanique. En Turquie, les affrontements armés se poursuivent entre l'armée turque et les militants dans le sud du pays. 2 soldats turcs au moins ont été tués aujourd'hui, alors que le président Erdogan envisage, lui, de renforcer ses pouvoirs avec une modification de la Constitution. Océane Nicole. À peine 3 jours après la réélection de son parti, le président Erdogan prend les choses en main. C'était l'un des plus importants messages de sa campagne. Ce mercredi, il a appelé à réformer la constitution du pays. Depuis son arrivée au pouvoir en août 2014, Erdogan a toujours plaidé pour une nouvelle constitution afin de transférer l'essentiel du pouvoir exécutif du Premier ministre directement au chef de l'État. Un moyen qui lui permettrait de renforcer encore davantage ses pouvoirs. Erdogan espère que les 550 sièges du Parlement turc voteront intelligemment.
J'espère qu'ils ne vont pas voter sans réfléchir pendant cette période et qu'ils vont contribuer à l'établissement de cette nouvelle constitution. J'espère qu'ils vont tous se retrouver autour d'une table et travailler dessus. Je pense que les partis politiques qui essayent de saboter ce processus doivent changer de tactique. Toute personne qui s'opposera à la création de cette nouvelle constitution en paiera le prix dans 4 ans aux prochaines élections. Le président turc poursuit donc sa stratégie du mois ou le chaos et reste fermement déterminé à lutter contre les rebelles kurdes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Turquie. Erdogan promet en effet de ne faire aucune pause dans ce combat qui a repris en juillet dernier après une trêve de 2 ans. Les opérations militaires, la répression policière et les enquêtes judiciaires sur l'organisation terroriste du PKK se poursuivront jusqu'à ce qu'ils soient complètement anéantis. Ce n'est plus le temps de discuter, il est temps d'obtenir des résultats. Les affrontements avec les rebelles du Parti des travailleurs kurdes continuent donc. Ce mercredi, 2 soldats turcs ont été tués dans le sud-est du pays, une région où les Kurdes sont majoritaires. Dans le sud du pays, cette fois, une vingtaine de personnes ont été arrêtées par les forces de sécurité turques lors de raids menés contre la branche jeunesse du PKK à Istanbul. Le fragile processus de paix qui avait été instauré à l'automne 2012 pour mettre un terme à ce conflit est donc définitivement envolé. Dernière minute en provenance des États-Unis. 5 étudiants au moins ont été poignardés sur le campus d'une université de l'État de Californie. Pas d'autres précisions sur leur état de santé. On sait simplement que l'auteur de cette attaque a été abattu donc sur ce campus de l'université américaine en Californie. En Roumanie, le dramatique incendie d'une discothèque le week-end dernier a eu pour effet d'entraîner la démission du Premier ministre aujourd'hui. Ce scandale révèle la crise de confiance très grave qui existe entre la classe politique roumaine et la population. Myriam Aman. L'incendie meurtrier d'une boîte de nuit à Bucarest lui a coûté son poste. Le Premier ministre roumain a annoncé mercredi sa démission. Je suis prêt à faire ce qu'une partie de la société attend de moi. Je démissionne donc aujourd'hui et cela induit bien sûr la démission de tout le gouvernement roumain. Je le fais parce que toutes ces années que j'ai passées en politique, j'ai pu porter tous les combats politiques. Mais je ne peux combattre le peuple. Cela aurait été une erreur et tout le monde en aurait souffert au final. Victor Ponta cède ainsi à la pression populaire. Mardi, plus de 20 000 personnes sont descendues dans les rues de Bucarest pour réclamer le départ du chef du gouvernement social-démocrate. Tellement de gens sont morts comme des rats dans une boîte de nuit sans issue de secours. Comment a-t-elle reçu une autorisation? Il y a trop de clubs à Bucarest qui fonctionnent comme ça. Victor Ponta, accusé de corruption, est déjà l'objet de la colère de son peuple depuis plusieurs mois. L'incendie qui a coûté la vie à 32 personnes et blessé 200 autres n'a fait qu'exacerber l'hostilité à son égard. À l'origine du drame, un spectacle pyrotechnique qui a mal tourné. La boîte de nuit fonctionnait sans avoir toutes les autorisations requises. Les 3 patrons du club ont été arrêtés et sont aujourd'hui poursuivis pour homicide involontaire. Un Français ex-détenu de Guantanamo vient d'être arrêté à son arrivée au Canada où il venait donner une conférence. Désormais repenti, Mourad Benchelali, que vous voyez sur ces images, œuvre pour empêcher la radicalisation des jeunes. On est en direct de New York avec notre correspondant David Benaïm. Bonsoir David. Est-ce qu'on sait exactement pourquoi ce Français, cet ex-détenu de Guantanamo, a été arrêté ? Selon les services frontaliers canadiens, Mourad Benchelali a été arrêté parce qu'il représenterait une menace à la sécurité nationale. C'est donc un ancien détenu de Guantanamo. Il figure toujours sur la no-fly list américaine, la liste d'interdiction de survol du territoire américain. Les organisateurs de son voyage et son avocate s'étaient pourtant renseignés et avaient eu l'assurance du gouvernement d'Ottawa qu'il ne serait pas empêché de se rendre au Canada lors de ce séjour. Or, selon la loi, l'admission et l'entrée du pays se fait à la discrétion de l'agent des services de douane. Il en a décidé autrement et Benchelali a été interdit d'entrer sur le territoire. Ce n'est pas la première fois qu'il éprouve des difficultés à venir au Canada. En juin dernier, il avait été exclu d'un vol Lyon-Montréal qui prévoyait de survoler l'espace aérien américain. Cette fois, il est passé par l'Islande afin de s'assurer qu'il n'aurait pas à survoler une zone qui lui est interdite. Il est actuellement en détention à Toronto où son cas est étudié et il attend la confirmation ou non de son renvoi vers la France. Alors justement, on sait qu'il venait donner une conférence, David, car c'est désormais une sorte de repenti parmi les islamistes.
Oui, avant de devenir l'ex-djihadiste à l'écoute des jeunes en difficulté, Mourad Benchelali a quitté sa banlieue lyonnaise à l'âge de 19 ans pour un camp d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. Et peu après, il est capturé par l'armée américaine au Pakistan, puis envoyé à Guantanamo. Après 2 ans et demi d'incarcération, qu'il définit comme son voyage vers l'enfer, Benchelali est rapatrié en France, où il passe 18 mois à Fleury-Mérogis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. C'est ce qu'il fera donc après qu'il va créer la différence. Il devient formateur dans l'insertion et il sera le visage de l'islam radical repenti dans tous les médias et surtout dans les banlieues, où il organise des opérations pour lutter contre le recrutement et la radicalisation de jeunes musulmans dans les rangs de l'État islamique. Son séjour au Canada avait pour but de participer à l'une de ses conférences contre le djihad, aux côtés d'un autre ancien prisonnier de Guantanamo, le Canadien Omar Kader, récemment remis en liberté par les autorités américaines. On devrait connaître le sort de Benchelali plus tard dans la soirée. Merci pour ces précisions, David Benaïm, donc en direct de New York. Le litige durait depuis des années et la SNCF a finalement accepté de verser 60 millions de dollars de dommages et intérêts à des descendants de victimes de la Shoah aux États-Unis. Ces derniers reprochaient à la SNCF son rôle dans la déportation de Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale en France. Léa Berdugo. C'est le dénouement d'un long bras de fer. Paris va démarrer le versement de 60 millions de dollars à des victimes de la Shoah, notamment américaines. Elles avaient été déportées à bord de trains de la SNCF vers des camps d'extermination. Cette somme sera reversée aux milliers de déportés non français, à leurs conjoints ou descendants, qui n'étaient pas couverts par les dispositifs existants. L'accord avait été signé en décembre dernier. Les survivants pointaient alors la responsabilité de la société. Ils ont mis ma famille dans ces trains pour les envoyer vers la mort. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas totalement arrêter le processus, mais ils n'ont rien fait du tout. Ils ont collaboré, ils ont formé leurs employés pour garder les portes des wagons bien fermées. Cette entente a surtout un intérêt économique. De nombreux contrats de la SNCF aux États-Unis avaient été bloqués. Pourquoi ? En raison de contestations pour le rôle joué par la compagnie ferroviaire dans la déportation d'Américains. Avec cet accord, les poursuites seront abandonnées et les contrats pourront donc être signés. Entre 1942 et 1944, la SNCF, réquisitionnée par les nazis, avait transporté en train 76 000 juifs à travers la France vers les camps d'extermination. Certains avaient réclamé que la société elle-même indemnise les victimes. Mais selon la diplomatie française, ce n'était pas elle qui était responsable de la déportation, mais elle n'en était qu'un instrument. Les autorités françaises avaient décidé d'en assumer les conséquences. Le domicile de Jean-Marie Le Pen perquisitionné à Saint-Cloud près de Paris. Il s'agit d'une enquête pour fraude fiscale et dissimulation de patrimoine à l'étranger. Elle a été ouverte à l'encontre de l'ancien président du Front National. Vous le voyez donc sur ces images, des documents ont été saisis. Une affaire à présent comme seul le football moderne peut en offrir. Le chantage dit à la sextape dont a été victime le footballeur Mathieu Valbuena. Rebondissement spectaculaire aujourd'hui avec le placement en garde à vue à Versailles, tout près de Paris, de la star du Real Madrid, Karim Benzema. On va se tourner justement vers Paris où se trouve, pour nous informer là-dessus, Antoine Greenbaum. Bonsoir, vous êtes journaliste sportif, Antoine. Vous suivez de près cette affaire. Où en est-on ce soir? D'abord, est-ce que Benzema est toujours en garde à vue? Oui, Karim Benzema est toujours en garde à vue. Il pourrait d'ailleurs passer la nuit du côté de la PJ de Versailles. Il faut bien expliquer que le timing n'est pas anodin. C'est au lendemain de ce match très très prestigieux en Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Les juges d'instruction, quelque part, ont cherché à faire un coup médiatique. Donc ça, il faut le noter. Après, ça touche à cette affaire Valbuena, cette affaire de la sextape. On parle de pieds nickelés, hein. Il faut être clair. Il n'y a pas de lien avec le grand banditisme marseillais. Ce sont des pieds nickelés et Karim Benzema pourrait être impliqué, on va utiliser le conditionnel, pourrait être impliqué via un intermédiaire, quelqu'un qui le connaît, et Benzema aurait évoqué cette affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena lors du dernier rassemblement de l'équipe de France de football. Alors a-t-il cherché à convaincre Valbuena de payer entre 50 et 100 000 euros pour que cette vidéo ne soit pas rendue publique, ou bien lui a juste-t-il donné un conseil? C'est ce que les juges d'instruction cherchent à savoir ce soir. Oui. Ce qui est sûr, Antoine, c'est qu'il y a des proches de Benzema qui sont déjà impliqués dans cette affaire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il intéresse les enquêteurs.
Si ça fait plusieurs heures qu'il est en garde à vue, on peut imaginer que les juges d'instruction ont beaucoup de questions à lui poser. Il est arrivé ce matin, à 9h du matin, à la PJ de Versailles. Effectivement, ce sera un intermédiaire, quelqu'un qui connaîtrait le frère de Karim Benzema. Je ne suis pas sûr et pas certain que Karim Benzema soit mêlé à cette affaire. On en saura un petit peu plus tard. Et notamment cette nuit, on sait que les nuits sont toujours très difficiles à passer en garde à vue. Effectivement, s'il reste encore 7 nuits en garde à vue, d'autres questions vont lui être posées. C'est quand même une affaire qui continue de se développer, qui avait impliqué Djibril Cissé. Djibril Cissé qui a été innocenté, je peux vous le dire, puisque j'ai des informations là-dessus. Djibril Cissé n'a absolument rien à voir dans cette affaire-là, puisque lui-même avait été victime de chantage à l'époque où il évoluait à l'Olympique de Marseille, et il avait quitté l'OM pour le même type de chantage à l'époque. On rappelle, Antoine, quand même, que ce n'est pas la première fois que Benzema, superstar du Real Madrid, a affaire à la justice. Karim Benzema, alors c'est quelqu'un qui fait très attention à sa communication, qui fait presque du politiquement correct en conférence de presse ou à la sortie des matchs en zone mixte lorsque les journalistes lui posent des questions sur ces matchs. Alors il y a eu l'affaire Zaya, on s'en souvient, et ce qui pose aussi un problème, ce sont toutes les affaires qui touchent à sa conduite. Il a été, son permis de conduire a été suspendu en Espagne pour excès de vitesse. Malgré tout, il a continué de conduire. Donc oui, il y a des problèmes de personnalité auprès de Karim Benzema, mais je vais aller plus loin, je vais même parler en soi des joueurs de football qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui gagnent tellement d'argent qu'ils ne comprennent plus le sens primaire du quotidien d'un Français lambda, ou en tout cas d'une personne lambda, et derrière ça crée une déconnexion totale qui conduit à ce type de débordement. Attention, Karim Benzema pour le moment est innocent, il n'est absolument pas coupable dans cette affaire de la sextape. Après c'est vrai qu'en termes d'image c'est évidemment très négatif pour lui. Merci beaucoup pour donc cette analyse en direct, Antoine Greenbaum, depuis notre studio à Paris. Benzema toujours en garde à vue, probablement pour la nuit, comme vient de nous le préciser Antoine. La France autorise de nouveau les homosexuels à donner leur sang. L'interdiction avait été prise lors de l'apparition du sida dans les années 80. Aujourd'hui, la situation change, mais sous certaines conditions. Julia Ganancia. Le gouvernement l'assure, c'est la fin d'un tabou. Les homosexuels vont pouvoir donner leur sang à partir du printemps 2016. François Hollande en avait fait la promesse lors de la campagne présidentielle de 2012. Le changement aura lieu par étapes. À partir d'aujourd'hui ou du printemps prochain, on ne pourra plus refuser à un homosexuel de donner son sang au seul motif qu'il est homosexuel. Il pourra donner le sang total s'il est un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes, dès lors qu'il n'y a pas eu ce type de relation pendant 1 an. Autre possibilité, les hommes pourront donner leur plasma s'ils n'ont pas eu de relation homosexuelle au cours des 4 derniers mois ou s'ils ont eu un seul partenaire. Une filière sécurisée permettra de mettre le plasma en quarantaine pendant 2 mois et demi afin de s'assurer de son innocuité. Le changement est salué par les associations qui déplorent toutefois les conditions posées. C'est 12 mois, mais on a immédiatement une filière du plasma à 4 mois. Et au bout d'1 an, des 12 mois pour tout le monde, le rapprochement vers des délais à 4 mois également pour tout le monde. Donc ça va plus loin que ce qu'on espérait et c'est plutôt très encourageant. On impose 1 an d'abstinence aux homosexuels, alors qu'on demande juste 4 mois aux hétérosexuels avec un seul partenaire. Donc il y a une égalité de traitement flagrante. Dans le système actuel, 10 à 15 donneurs sont diagnostiqués séropositifs chaque année, soit un risque résiduel de l'ordre de 1 pour 3 500 000 dons. Mais le dernier cas de contamination d'un receveur date d'il y a 13 ans. La fin de l'exclusion des homosexuels permettra d'avoir 21 000 donneurs supplémentaires, soit 37 000 dons de plus sur la base de 3 dons en moyenne par an et par donneur. En 2014, 1 600 000 personnes ont donné leur sang en France. 4 novembre 1995, c'était il y a tout juste 20 ans et nous en parlerons très longuement dans une dizaine de minutes avec une édition spéciale. L'assassinat d'Yitzhak Rabin et ses conséquences aujourd'hui encore, à l'heure où sévit cette vague de terreur, d'attentats terroristes palestiniens quasiment quotidiens en Israël. Justement, quelle est l'image que gardent les Palestiniens d'Yitzhak Rabin ? Reportage réalisé à Ramallah pour i24 News par Mohamed Al-Kassim avec Joseph Emmanuel.
20 ans après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, comment se souvient-on de lui chez les Palestiniens? Ici, à Ramallah, la jeunesse n'a pas connu l'homme d'État, encore moins le général de l'armée d'Israël, mais l'homme n'est pas ici un inconnu, loin de là. Il a participé aux accords d'Oslo et a été tué par un Israélien. Ce que je sais, c'est que toutes les personnes du gouvernement israélien, aujourd'hui, sont contre l'humanité. Les réponses reviennent très souvent sur l'actuel gouvernement d'Israël. Il nous faut poser la question plusieurs fois pour obtenir une réponse sur Yitzhak Rabin. On parle continuellement de Rabin, on commémore sa mémoire, mais il faut rappeler qu'il n'a pas été un roi qui a amené la paix ou des cadeaux. On sait tous qu'il a fait la guerre, que ses mains sont pleines de sang. Mais je respecte son courage, car en tant que Premier ministre d'Israël, il avait énormément de pression et il a serré la main de son ennemi. L'ennemi, c'était Yasser Arafat, un farouche opposant à la cautioniste, devenu presque malgré lui le partenaire éternel d'Yitzhak Rabin. Les deux hommes se partageront avec Shimon Peres le prix Nobel de la paix. Mais nombreux sont les Palestiniens à penser que Rabin était l'unique Israélien à pouvoir faire cette paix. C'est ce que pensent beaucoup de Palestiniens, citoyens anonymes comme officiels de l'autorité palestinienne. Je pense que la perte de Rabin a été le point de départ de la détérioration de la réalisation d'une paix. Je ne pense pas que les Palestiniens ont une quelconque responsabilité, car le successeur d'Arafat, c'est-à-dire le président Abbas, a été très engagé dans le processus de paix. C'est donc l'attitude des successeurs de Rabin qui est la cause des problèmes. Ils ont donc perdu l'opportunité d'une solution à deux États. Tout est donc de la faute des successeurs d'Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Ehud Barak, Ariel Sharon, Ehud Olmert et bien entendu Binyamin Netanyahou. Et même si à Ramallah, on voit ces différents premiers ministres de l'État d'Israël comme les uniques responsables d'une paix qui n'est jamais venue, on ne se souvient pas non plus d'Yitzhak Rabin comme d'un homme de paix. Rabin avait évidemment les mains entachées du sang des Palestiniens. Les Palestiniens ne céderont jamais. Croyez-moi, la solution des deux États a bel et bien disparu. Et puis, vous vous souvenez aussi de cette image forte au lendemain de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, lors des obsèques nationales qui ont suivi. Sa petite fille avait prononcé un discours en larmes lors de ces obsèques. Noa Rabin, devenue depuis Noa Rothman. Elle s'exprime 20 ans après. J'étais cet enfant star, ça a toujours été ma personnalité. Je me mettais en scène, j'écrivais de la prose et je les forçais à m'écouter, même quand ils ne le voulaient pas. C'était évident que ce rôle me reviendrait. Ça perturbe mon fils. Il m'a demandé de lui expliquer pourquoi moi, alors que je n'étais que sa petite fille, et pourquoi j'intéressais autant les gens. Nous en avons parlé pour la première fois quand Omer avait 2 ans. Je n'avais jamais prévu d'avoir cette conversation. À l'âge de 2 ans, il m'a demandé si c'était vrai que mon grand-père, c'était le square Rabin. J'ai dû d'abord lui expliquer le côté géographique de la chose et ensuite que mon grand-père n'était pas un lieu géographique, qu'il était un homme et que ceci était son histoire. Les premières années, nous n'avons pas beaucoup parlé du meurtre. Je lui parlais juste de l'homme. J'avais beaucoup de souvenirs à partager. Et puis, il y avait aussi le fait que de nombreuses personnes m'arrêtaient dans la rue pour me dire à quel point ils l'avaient aimé. Mes enfants vivent avec cette présence en permanence. Il y a une commémoration annuelle, vous ne pouvez pas y échapper. Le jour où il a appris pour la première fois l'histoire de Rabin, mon neveu, le premier des arrière-petits-enfants, est rentré de l'école maternelle et a dit à ses parents qu'aujourd'hui il avait appris l'histoire de l'autre Rabin. Ils lui ont demandé qui était cet autre Rabin et mon neveu leur a répondu « Non papa, ne t'inquiète pas, le Rabin dont on a parlé aujourd'hui a été assassiné. Ton grand-père n'a pas été assassiné lui, n'est-ce pas ?» J'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte qu'il existait de nombreuses familles dont un membre, un homme d'État, était mort suite à un conflit national d'ordre politique, sans forcément qu'il ait été assassiné.
Ni la famille de Sadat, ni la veuve du roi Hussein ne sont restés dans leur pays d'origine. C'est dur de vivre dans un pays dans lequel vous êtes à la fois un symbole et un paria. Voilà, rendez-vous dans quelques minutes pour la spéciale Rabin. Dernier mot pour évoquer la visite en Asie de François Hollande. Il est en Corée ce soir après avoir terminé son périple en Chine où il a bien insisté sur l'importance du sommet de l'environnement à venir. Johanna Citruc. C'était sa deuxième visite d'État en Chine depuis le début de son mandat. Cette fois, l'objectif de François Hollande était différent. Obtenir un accord avec Pékin pour limiter le réchauffement climatique. Mardi, alors que la fin de son déplacement approche, le président français réussit son défi. Les deux pays font une déclaration présidentielle commune. De quoi donner un élan aux négociations de la COP21, prévues à partir du 30 novembre à Paris. La déclaration conjointe de la Chine et de la France délivre le message que les deux pays travaillent ensemble pour améliorer le processus multilatéral sur le changement climatique afin de stimuler les prochaines négociations à Paris et faire de cette conférence un succès. La Chine, qui représente 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, devra à son tour convaincre les pays qui hésitent à s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique, et notamment l'Inde, car le quatrième pollueur de la planète refuse toujours de faire des efforts contraignants sur l'environnement, par crainte de brimer sa croissance économique. Donc voilà ce que j'attends de la Chine, qu'elle puisse, à partir de la déclaration que nous avons publiée hier, faire comme nous un travail de dialogue, de conviction auprès d'un certain nombre de pays dont on sait qu'ils vont être déterminants lors de la conférence pour que l'accord puisse être trouvé. Si le président français se dit confiant, il sait que l'obtention d'un accord lors de la COP21 est loin d'être garantie. Certains points sont toujours flous, comme le montant de la contribution des pays développés afin de soutenir les plus pauvres à opérer leur transition énergétique. Objectif : 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Mais il y a encore quelques points en suspens. Lesquels ? D'abord, est-ce que l'on va mettre sur la table les financements qui sont attendus par les pays les plus pauvres ? 100 milliards par an à partir de 2020. Et on en est où maintenant ? On en est sûr à 65 milliards. On est encore loin du compte. Des promesses jusqu'à 20 milliards de plus. Ça fait 85. On n'est pas encore à 100. Avant de quitter le pays, François Hollande s'est également adressé aux entrepreneurs. Il les a appelés à faire confiance à l'économie française, vantant les réformes économiques de son gouvernement. Aujourd'hui, plus de 200 entreprises chinoises emploient plus de 20 000 personnes dans l'Hexagone. Et Paris est le premier employeur européen en Chine. Et à propos d'environnement et de pollution, ces images très impressionnantes de la tempête de sable et de poussière qui sévit sur tout le Moyen-Orient et notamment sur Israël depuis ce matin. Le trafic a dû être interrompu cet après-midi sur l'aéroport international de Tel Aviv en raison donc d'une visibilité particulièrement réduite et d'une pollution multipliée par 10 par rapport à d'habitude concernant la qualité de l'air. Voilà, on se retrouve dans un instant pour la spéciale Rabin. À tout de suite. Édition spéciale donc, puisqu'il y a tout juste 20 ans, se déroulait cette nuit qui a fait basculer l'histoire d'Israël. L'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin par un extrémiste religieux juif. On va en parler très longuement durant une heure avec des invités, des reportages. Mais on va revenir tout de suite sur ces dernières heures d'Yitzhak Rabin avec ce reportage de David Klezeski. Les services de sécurité avaient été prévenus. Des menaces de mort pesaient sur le Premier ministre. Quelques jours auparavant, un homme avait même tenté d'agresser Yitzhak Rabin avant d'être repoussé par ses gardes du corps. Mais ce jour-là, face à des dizaines de milliers d'Israéliens, personne n'avait vraiment imaginé une fin aussi tragique. Aux alentours de 20h, Rabin est encore bien entouré, artistes et politiques à ses côtés. Quelques minutes plus tard, son meurtrier Yigal Amir descend d'un bus en provenance du nord de Tel Aviv. Fin du rassemblement. Dernière salutation. Rabin se dirige vers les escaliers où l'attend déjà en bas l'homme venu l'assassiner. Rabin est détendu, la manifestation est un succès. Yigal Amir aussi est détendu. Il parle avec des policiers et ne montre aucun signe de nervosité. Pour les Israéliens, c'est alors l'histoire d'un double traumatisme séparé de quelques heures. D'abord les tirs, 3 coups de feu dans le dos. Personne ne connaît encore la gravité des blessures du Premier ministre.
Le rassemblement géant et les chants autour de Rabin semblent déjà très loin. Quelques minutes après l'attentat, la plupart des Israéliens entrent dans une interminable phase d'attente et craignent pour la vie du Premier ministre comme ils l'auraient fait pour celle d'un proche. En fin de soirée, l'attente prend fin. Le rassemblement géant et les chants autour de Rabin semblent déjà beaucoup plus proches. Dans l'esprit des Israéliens, scène après scène, minute après minute, le déroulé de l'assassinat se répète avec la frustration de ne plus rien pouvoir changer. Cette image d'un laïc et d'un religieux unis dans la douleur ne suffira pas à apaiser la méfiance ou le mépris entre les communautés que l'assassinat exacerbe, parfois encore. Au cœur de Tel Aviv, la place des rois d'Israël est déjà rebaptisée par les manifestants du nom de l'un de leurs successeurs, Yitzhak Rabin. Alors on évoque donc cette nuit évidemment tragique, mais aussi eh bien, tout ce qui en a suivi jusqu'à aujourd'hui encore avec nos invités. Bonsoir Avi Pazner, ambassadeur d'Israël. Bonsoir à vous Boaz Bismuth, éditorialiste au quotidien Israël Hayom. Et puis Ophir Bronstein, bonsoir. Vous présidez le Forum international pour la paix et vous étiez un des collaborateurs d'Yitzhak Rabin, notamment dans ses négociations avec les Palestiniens. Avant de faire justement de la politique fiction sur ce qui aurait pu advenir si Rabin n'avait pas été assassiné cette nuit-là, je voudrais qu'on revienne d'abord sur le traumatisme de ce qui s'est passé ce soir-là, ce 4 novembre, avec vous, Avi Pazner, d'abord parce que vous aviez justement rendez-vous avec lui juste après ce meeting qu'il a tenu sur la place de Tel Aviv. Pas exactement rendez-vous. C'était pour moi extrêmement dramatique parce que j'étais entre ma mission en Italie et en France. J'étais justement une semaine en Israël. Et mon ami Ido Disenchik, qui était éditeur de Marib, a voulu faire un dîner en notre honneur. Et l'hôte d'honneur était Yitzhak Rabin et les rabbins avec lesquels nous étions très amis personnellement. On était tous réunis chez Disenchik. Il y avait des gens comme Baïge Shochat, qui était le ministre de la Finance, Dan Meridor, qui était aussi proche de Rabin. Il y avait Eitan Haber, qu'on a juste vu là lire ce communiqué. Le docteur Barabash, justement le directeur de l'hôtel Tolosha, et on attendait Rabin. Et on attendait Rabin. Et je me souviens qu'il y a trois gardes du corps qui sont venus, environ une demi-heure avant que vienne Rabin, pour examiner si tout était en ordre, si les invités c'était vraiment eux, etc., etc., etc. Et ils sont restés là, Et tout à coup, les bipères, il n'y a pas encore de téléphone, les bipères de Eitan Haber et de Barabash ont sonné ensemble. Et tout à coup, j'entends un cri. On a tiré sur Rabin. C'était Batia Disenchik qui était là, l'autre, qui était près de Eitan Haber. Et ils se sont précipités et ils sont partis. Et là, on est resté atterrés parce que lui, en descendant de cette manifestation, c'est là où il devait se rendre. Et au lieu d'un hôte d'honneur, nous avons eu malheureusement un martyr pour la paix et pour la sécurité d'Israël. Sur Bronstein, ça reste un traumatisme très présent quand on voit ces images-là. Oui, c'est une plaie qui est ouverte. C'est une plaie qui est ouverte. Je crois que, personnellement, je ne m'en suis pas remis. Je crois que la société israélienne ne s'en est pas encore remis. Pour moi, il y aura l'Israël d'avant Rabin et l'Israël d'après Rabin. Et ce n'est pas le même État, ce n'est pas le même pays. Et bon, on en parlera tout à l'heure, mais je suis de ceux qui sont persuadés que si Rabin était en vie, on serait ailleurs, dans un monde meilleur, dans une région meilleure, réconciliée. Malheureusement, on a perdu une génération d'Israéliens, une génération de Palestiniens. On voit la radicalisation des deux sociétés qui est inquiétante, le même sentiment délétère de part et d'autre, peut-être même pire à celui qui a précédé l'assassinat de Yitzhak Rabin. Moi, je ne m'en suis pas encore remis. Et être là ce soir, presque, pas seulement jour pour jour, mais presque heure pour heure, c'est encore très difficile à digérer. Alors, si vous abordez justement déjà ce sujet de ce qui se serait passé si Rabin n'avait pas été assassiné, Boaz Bismuth, vous pensez que
on serait vraiment dans une toute autre situation aujourd'hui? D'abord, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est évident que le jour où on a entendu, chacun ici, certains ont travaillé avec lui, d'autres devaient dîner avec lui. Moi, c'était tout simplement mon Premier ministre. Et c'était pour moi inconcevable qu'un Premier ministre israélien se fasse assassiner en Israël. Inconcevable. En plus, par un Israélien, par un Juif. Inconcevable. Et donc, quand je me souviens, à l'époque, j'étais correspondant à Paris et France Info avait débuté par cette information, tournoi de Bercy à l'époque que je devais couvrir, et on entend cette information. Et pour moi, la première chose qui m'est venue à la tête, justement, c'était, je pensais à ma fille. Alors, pourquoi est-ce qu'à ma fille? Parce que je me disais, quelle tâche pour la génération qui va venir ensuite. Quelle tâche on a donné à cette génération? Parce que qu'on soit de droite ou de gauche, c'est notre Premier ministre. Premier ministre, c'est presque, si vous voulez, la place des rois d'Israël, c'est le roi d'Israël. C'est le roi d'Israël qui vient d'être assassiné. Alors, Ofer dit quelque chose, bon, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le vérifier, puisqu'il a été assassiné. Il est évident que cet homme a pris des risques énormes en signant les accords d'Oslo. Parce que, bien sûr, on va parler plus tard de l'héritage de Rabin. Pour certains, l'héritage, bien sûr, c'est la paix, c'est Oslo, c'est les concessions. Pour d'autres, c'est l'unification de Jérusalem, c'est le discours magnifique au Mont Scopus, souvenez-vous, le 28 juin 1967. Rabin, on peut le voir dans plusieurs angles. Sauf que sa vie, malheureusement, s'achève de façon tragique, inadmissible, le jour où il y avait cette rencontre pour la paix. Donc ça, c'est, si vous voulez, le dernier chapitre, c'est la paix, et c'est ce qu'on se souvient. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, parce qu'il y a aussi des réalités historiques. Qu'on le veuille ou pas, quand Rabin, bien sûr, fait ses concessions, lorsque Rabin signe le 13 septembre 1993 à la Maison-Blanche ses accords d'Oslo, souvenez-vous ce qui se passe juste après, c'est les attentats terribles. Et pour certains, bien sûr, l'assassinat de Rabin a tué la paix, a tué les accords d'Oslo. D'autres comme moi, on va parler, d'autres comme moi pensent que justement c'est ce terrorisme, comment dire, cette malhonnêteté de la part des Palestiniens, cette malhonnêteté d'Arafat avec son discours inacceptable en 1994 en Afrique du Sud, ça aussi a tué la paix. Il ne faut pas oublier, c'est quand même des réalités historiques, c'est pas des, comment on va dire, c'est pas des choses qu'on invente, c'est là, c'est écrit. Avi Pazner, vous pensez qu'on serait aujourd'hui dans une situation très différente si Rabin avait pu rester en vie et au pouvoir? Vous savez, il est très dangereux de prophétiser même en arrière, ok? Mais je peux dire que du point de vue du misérable assassin, il a vraiment réussi son coup. Ça, c'est évident, ok? Il y a peu d'exemples dans l'histoire où un assassinat a tellement changé le cours de l'histoire. Alors, je ne sais pas si en bien, si en mal. Espérons que c'était en bien. Je m'imagine que Rabin aurait continué son effort. Et Rabin était un homme dur. Rabin, c'était un homme dur, c'était un homme de sécurité, mais qui savait donner. Donc, il est possible que lui ait pu réussir là où d'autres ont échoué, malgré le fait que je suis moi aussi un sceptique. Je suis très ami avec Ehud Barak, très ami. Et j'entends les histoires d'Ehud Barak sur Camp David, ok, en 2000 avec Arafat. Et je me suis dit, est-ce que Rabin aurait mieux réussi qu'Ehud Barak? Je n'en suis pas sûr parce que je les vois un peu les mêmes, c'est-à-dire des gens qui ont fait leur carrière dans l'armée, qui sont arrivés à la conclusion que la paix était nécessaire, qu'il fallait faire des concessions, mais qui, malheureusement, se sont heurtés à une réalité qui ne leur a pas permis de réaliser ce projet. Quand vous dites réalité, c'est quoi? C'est les Palestiniens, finalement, qui sont un barrage... Avi, mon ami Boaz parle du... C'est vrai qu'il est difficile de prophétiser, mais je vais parler de la réalité. Tout d'abord, permettez-moi de revenir à cette soirée du 4 novembre 1995. Nissim Zibili était secrétaire général du Parti travailliste. On avait pris l'initiative parce qu'il y avait vraiment une atmosphère délétère, très pénible dans la société israélienne. Des attentats, l'extrême droite israélienne qui était virulente. Rabin appréhendait cette manifestation. Il n'était pas sûr qu'il fallait la faire. Il avait peur qu'il n'y ait pas de monde. Il avait peur que le public ne le soutienne plus. Il y avait des manifestations presque quotidiennement en dessous de chez lui à la maison. Il était harcelé par les extrémistes juifs et israéliens, mais quotidiennement. C'était pénible pour lui, pour sa famille. Il ne pouvait pas dormir. Il se réveillait avec des gens sous son balcon. C'était très difficile. Et il avait peur que cette manifestation ne mobilise pas assez de monde. Et on a vraiment fait un forcing sur lui pour qu'il accepte l'idée d'une manifestation qui était là pour le soutenir. Le slogan de cette manifestation, quel était ce slogan? C'était
non à la violence, oui à la paix. C'était ça le slogan de la manifestation. Vous savez, son discours ce soir-là était presque prophétique. Il craignait énormément la déchirure dans la société israélienne. Il en a parlé ce soir-là. Il a dit « Je crains la violence dans la société israélienne. Je crains le déchirement de la société israélienne. Je vais me battre avec toutes mes forces pour la paix d'une main et je vais me battre avec toutes mes forces de l'autre contre l'extrémisme et le terrorisme. » Et ce soir-là, il était heureux. Rabin, que vous connaissez tous, n'était pas quelqu'un d'extraverti, c'était quelqu'un de très réservé, de timide. Le voir chanter, c'est unique. Rarement on a vu Yitzhak Rabin chanter. Ce soir-là, je se retrouvais sur cette place alors qu'il avait appréhendé la manifestation avec plus de 100 000 Israéliens et Israéliennes qui sont venus dire oui à la paix et non à la violence, lui a donné un réconfort, une force, l'a encouragé. Quelque part, au moins, il sera parti avec ce sentiment qu'une grande partie de la société israélienne était avec lui, avec ce sentiment qu'il y avait plus de 100 000 Israéliens ce soir-là à Tel Aviv pour lui dire « Continue, on croit en toi ». Et au moins, cette consolation-là, c'est qu'il est parti peut-être avec un certain baume au cœur. Maintenant, par rapport à Boaz et Avi parlaient mais je vais parler quand même de ce qui s'est passé avant l'assassinat de Rabin et après les fameux accords dits d'Oslo signés à Washington le 13 septembre 1995, à qui Boaz doit sa carrière diplomatique. Je vais vous dire pourquoi. On oublie ce qui s'est passé le 14 septembre 1993. Moi, j'y étais. J'étais le 13 septembre avec Rabin à Washington. On a fait tomber une barrière entre le monde arabe et Israël. Oui. Ouais. Le 14 septembre, quand on quitte Washington, dans la nuit du 13 au 14, on ne rentre pas en Israël. On va au Maroc. On va au Maroc. Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, un premier ministre israélien, un avion d'El Al, un drapeau israélien, arrive officiellement atterri le matin du 14 septembre à Rabat au Maroc, invité officiel du roi Hassan II au Maroc. Le 14, Rabin, pas seulement rencontre le roi, les princes héritiers, mais on sera aussi à la plus grande mosquée du monde musulman, à Casablanca, ensemble. Et ensuite, il y a des accords de paix avec l'Iran, c'est l'héritage de Rabin. Il y a des accords de paix, pardon, pas encore avec l'Iran, avec la Jordanie. Il y a des relations diplomatiques avec la Mauritanie qui permettent à Boaz Bismuth de devenir diplomate et ambassadeur à Nouakchott. Il y a des bureaux d'intérêt à Rabat, à Tunis, dans tous les pays du Golfe. Israël est adoré, Israël est adulé, Israël est bien reçu. Rabin reçoit le prix Nobel de la paix avec Arafat, avec Pérez. On vit un monde extraordinaire, des patrouilles. Bon, alors, mais tout ça s'est arrêté, Boaz Bismuth, parce qu'il y a eu l'assassinat de Rabin. Je voudrais dire d'abord une chose est vraie, on fera bien raison de le souligner. Quand on fait un journal, et j'étais journaliste à l'époque comme aujourd'hui, diplomatie c'est un petit chapitre et heureusement que je l'ai fait. C'était sympathique, magnifique, et justement servir la paix, mais c'est pas ça la question. La question est la suivante, c'est que c'est vrai que ça se passe très vite. On anticipe très vite et la une des journaux, c'est pas du tout les accords d'Oslo, la une des journaux c'est quoi de tous les journaux? C'est justement l'arrivée d'Yitzhak Rabin au Maroc. Par ailleurs, déjà, dans le passé déjà, des leaders israéliens allaient bien sûr dans ce pays arabe et d'autres, mais officieusement. Mais il faut savoir une chose. L'assassinat, ce terrible, cette tâche historique, cette horreur, cette tragédie que nous avons tous connue, se passe donc il y a 20 ans, donc en 95. Très bien. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui prend le relais qui s'appelle Shimon Peres. Et bien sûr que malheureusement, on sait très bien que Shimon Peres a bien sûr l'occasion de continuer. Parce que tout ce que l'on prétend aujourd'hui que Benjamin Netanyahu ne fait pas ou les gouvernements de droite ne font pas, Peres a l'occasion. L'opinion publique est terrifiée, est horrifiée par ce qui s'est passé. Il a beaucoup de possibilités, il a toutes les cartes en main. Et ce que Shimon Peres fait justement, parce qu'il faut mettre les choses dans le contexte, c'est qu'il faut savoir encore une chose que Ofer vient de noter, c'est que lorsqu'Yitzhak Rabin vient à la dernière malheureusement soirée de sa vie, si vous voulez, cette rencontre avec la foule, si vous voulez, c'est vrai, il appréhende un petit peu. Il a raison. Y aurait-il assez de monde? Mais pourquoi est-ce qu'il appréhende? Parce qu'il sait un petit peu aussi ce qui se passe dans l'opinion publique. Il sait aussi très bien que l'opinion publique, il y a aussi ce qu'on appelle, et c'est un outil qu'on le veuille ou pas, on l'utilise parce que c'est quand même pas la chose la plus mauvaise, même si elle se trompe dans toutes les élections, y compris en Turquie, ça s'appelle des sondages. Souvenez-vous qu'à l'époque, dans les sondages, Yitzhak Rabin n'était pas au mieux. Il n'était pas du tout au mieux parce que les accords d'Oslo, déjà, à peine un an après, les gens étaient
2 ans après, les gens étaient déçus. Il ne faut pas quand même refaire les choses. Nous avons une troisième personne d'expérience. Encore une fois, si Oslo était quand même un succès, et je le souhaite bien sûr, aujourd'hui peut-être on n'aurait pas eu seulement, peut-être je ne serais pas à Nouakchott, dans une capitale un peu plus agréable. Mais tout ça pour dire que, tout ça pour dire que, il ne faut pas aussi, c'est vrai qu'il y avait un assassinat dramatique, c'est vrai que nous avons tous adoré Yitzhak Rabin, qu'on soit de droite ou de gauche. C'est vrai qu'Yigal Amir méritait la peine de mort, parce que quand même tuer un Premier ministre, c'est quand même quelque chose de hyper grave. Mais quand même réécrire l'histoire et oublier aussi ce qui s'est passé à l'époque et le contexte, et quand même faire en sorte que l'opinion publique, la majorité, la preuve, les élections depuis, ont prouvé que les Israéliens n'étaient pas autant satisfaits de ce qui s'est passé, parce que Yitzhak Rabin a été quand même, comment dire, la personne en face, qui s'appelle Yasser Arafat, était quand même pas la personne la plus honnête sur Terre. Alors, je suis poli. On va continuer de parler de ça tout de suite, évidemment, mais je voudrais qu'on aille justement dans cette place qui porte depuis le nom d'Yitzhak Rabin, place Rabin, où nous attend Cyril Amar, là où s'est précisément noué le drame cette nuit-là du 4 novembre 1995. Bonsoir Cyril, vous vous trouvez à l'endroit justement où est tombé Yitzhak Rabin? Oui, Jean-Charles, bonsoir. Il y a 20 ans, jour pour jour, Yitzhak Rabin descendait ses escaliers après avoir lancé un ultime appel à la paix aux Israéliens. Ils avaient répondu présent, ces Israéliens. Plus de 100 000 personnes étaient rassemblées ce soir-là du 4 novembre 1995 pour dire oui à la paix, non à la violence. Il y avait un autre Israélien ce soir, Jean-Charles. C'était Yigal Amir, ce jeune étudiant ultranationaliste de 25 ans à peine. Il se tenait là, il était là, il guettait le Premier ministre depuis près de 40 minutes, étrangement seul d'ailleurs. Il ne se tenait, vous le voyez, qu'à 1 mètre de Yitzhak Rabin. Il a fait feu par 3 fois pour tuer Yitzhak Rabin. La suite, vous la connaissez, le Premier ministre est transporté d'urgence vers un hôpital de Tel Aviv, l'hôpital Echilov, et il décède de ses blessures 40 minutes après sur la table d'opération. Alors cette place des rois d'Israël a été rebaptisée depuis place Rabin avec ce mémorial que vous voyez ici. On va demander à notre caméraman de bien vouloir zoomer. Un mémorial, très peu de gens le savent, qui a été conçu par une architecte franco-israélienne née à Paris, Claude Breitman. 16 pierres taillées dans le basalte. Le basalte, pourquoi? Eh bien pour rappeler l'attachement presque charnel d'Yitzhak Rabin à la terre d'Israël. Une terre disloquée comme après un séisme politique qu'on peut voir sur ce mémorial. Un séisme politique évidemment qui a secoué toute une société israélienne. Depuis, eh bien ce mémorial, cette place Rabin est devenue le lieu de pèlerinage de la jeunesse israélienne. Toute une jeunesse qu'on appelait la génération des bougies, qui vient année après année se recueillir à la mémoire d'Yitzhak Rabin pour allumer des bougies avec ce mur également, ce mur qui est devenu presque un mur de graffiti, un espèce de livre de condoléances géant. Alors les graffitis ont été effacés avec le temps, mais il reste ce mot, Jean-Charles, slicha, qui veut dire en hébreu pardon. Chacun complétera à sa guise. Pardon, peut-être le pardon, celui des services de sécurité qui ont failli à leur mission, qui n'ont pas protégé Yitzhak Rabin. Pardon peut-être de ceux qui ont incité à la haine à la veille de l'assassinat. Pardon au fond peut-être de toute une génération israélienne et palestinienne confondue qui n'a pas réussi encore à ce jour, et l'actualité malheureusement nous le prouve, à arriver à un compromis territorial, un compromis auquel aspirait Yitzhak Rabin. Merci Cyril Amar en direct. On vous retrouvera tout à l'heure évidemment depuis un autre lieu de cette place Rabin. Alors c'est intéressant ce que disait Cyril Amar, parce qu'effectivement on parlait de 20 ans après, et vous en parliez déjà, on n'a pas réussi à avancer. Est-ce qu'on aurait pu avancer mieux avec lui? En tout cas on ne le saura jamais, mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait tout à l'heure un point de vue aussi depuis Ramallah, où les Palestiniens interrogés dans la rue par nos équipes, ce qu'ils retiennent de Rabin aussi, c'est l'homme avec du sang sur les mains, c'est-à-dire c'est le militaire qui a fait la guerre aux Palestiniens. C'est aussi cette image-là que retiennent les Palestiniens aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que finalement... C'est peut-être surtout cette image-là. C'est peut-être surtout cette image-là. Et je vais vous dire, moi... ce soir, hein. Non, ok. Alors, parce que Rabin, il ne faut pas l'oublier. Rabin, que nous respectons tous et que moi j'aimais, était tout d'abord un très grand général. Tout d'abord et surtout un très grand général. Comme Sharon, comme Dayan, depuis la libération, bien sûr, c'était un soldat. Rabin, c'était un soldat qui malheureusement, comme tous les soldats, a fait couler du sang. C'est le métier du soldat, ok? C'était un soldat exemplaire, vraiment parmi les plus grands d'Israël, ok? J'ai vu, moi, Rabin travailler pendant la première intifada. J'étais alors conseiller de Shamir, qui était... Et il travaillait très proche avec Rabin, et nous faisions la liaison, Eitan Haber justement et moi, ok? J'ai vu Rabin travailler pendant la première intifada avec une dureté exemplaire, je peux bien le dire, ok? Qui faisait plaisir un peu à tout le monde. Non.
Pas à tout le monde, pas à vous offert, pas offert. Mais ça faisait plaisir à l'opinion publique, ok? Rabin, après avoir passé 40 ans comme homme de guerre, a compris que pour arriver à une solution du conflit, il fallait compromiser. Alors, est-ce que c'est un bon compromis? Est-ce que ce n'est pas un bon compromis? Je ne veux pas entrer dans cela. Mais je peux bien comprendre les Palestiniens qui connaissent Rabin plus comme le général, plus comme l'homme de guerre que comme l'homme de paix. Okay? C'est compréhensible. Qu'est-ce qui aurait pu se passer s'il était resté? Personne ne le sait. À mon avis, Rabin a vu Oslo comme un expériment. Pas plus. Et c'est pour ça, c'est mon avis offert, c'est mon avis. Et il a donné 5 ans pour voir si ça marchait ou si ça ne marcherait pas. Bon, malheureusement, il n'est pas arrivé au bout de ces 5 ans. Mais il n'y a aucune manière de savoir si au bout de ces 5 ans, en voyant le partenaire que nous avons en face de nous, Rabin aurait suivi le même cours qu'il a suivi jusque-là. N'oublions pas, c'est l'homme pour qui la sécurité d'Israël, c'était la chose la plus importante. Sacrée, la plus importante. Plus que la paix. Donc il serait allé jusqu'aux 2 États. Plus que la paix, la sécurité, la meilleure sécurité de l'État d'Israël, c'est la paix. Il n'y a que la paix qui garantira sur le long terme la sécurité de l'État d'Israël. Il n'y a que la reconnaissance par tous les pays arabes, par tous les pays musulmans de l'État d'Israël qui garantira la sécurité d'Israël. Donc la paix et la sécurité vont de pair. Mais laisse-moi terminer une seconde et rebondir sur ce que tu viens. Je reviens de Ramallah ce soir. Maintenant. J'espère que vous avez fait bon voyage. Je suis là, Boaz. Ce qui est déjà nous féliciter. Non, je vous conseille de venir passer des soirées à Ramallah, c'est une ville très sympathique. Pourquoi pas? Je te le conseille. Ça nous invite avec grand plaisir. C'est vraiment une ville très sympathique. Regardons ce qui s'est passé. Boaz et Aviv font une analyse de problématique par rapport aux partenaires que Rabin avait. Mais à ce jour, il y a eu, je ne sais pas combien de gouvernements après l'assassinat de Rabin. Il n'y en a aucun qui a remis en question l'autorité palestinienne. Il n'y avait pas d'autorité. Est-ce que quelqu'un... Attends une seconde, Boaz. Attends une seconde. Est-ce que quelqu'un envisage aujourd'hui renvoyer 30, 40 000 soldats israéliens faire la police à Ramallah, s'occuper de l'éducation des Palestiniens, s'occuper de la santé, s'occuper des feux rouges, s'occuper du quotidien des Palestiniens? Personne aujourd'hui n'envisage retourner et réoccuper toutes ces villes palestiniennes. Donc il y a aujourd'hui un succès, il y a la moitié du verre plein, qui est quand même un succès extraordinaire. Aujourd'hui, les Palestiniens, avec toutes les difficultés qu'on traverse, avec tous les problèmes que l'on a, gèrent leur quotidien. Encore une fois, avec toutes les frictions, toutes les... Palestiniens, je veux dire quelque chose. Je voulais une seconde par rapport à ce que pensent les Palestiniens de Rabin. Comme je te l'ai dit, je rentre de Ramallah. On laisse répondre Boaz et après vous reprenez. Je voudrais juste une chose. Je rebondis ce que avait Plaza vient de dire. Avec qui on parle? Vous faites partie du camp de la paix et bravo, ils vont rencontrer des Palestiniens qui font partie du camp de la paix. À l'instant, laissez-moi finir. Je ne vous ai pas coupé. Juste pour vous expliquer une chose. Quand il y avait les accords d'Oslo, le journal où je travaille, je vous raconte un peu derrière les coulisses. Je parle de Yediot Ahronoth à l'époque. On m'envoie au camp de réfugiés palestiniens en Jordanie, El Husseini par exemple. On m'envoie. Mon journal, le but était de faire la une, un grand article la une, bien sûr, parce que tout le monde, on était tous pour la paix. Tout le monde était bien sûr pour Oslo à l'époque, bien que ça a été à la Knesset avec une majorité d'un seul député, souvenez-vous, un seul député. Et donc je vais au camp de réfugiés d'El Husseini. Mon article apparaît à la page 11. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne voulait entendre de ces accords au début. C'était Gaza-Jéricho au début. Personne ne voulait entendre parler. On voulait ou tout ou rien. Récemment, j'étais maintenant en Jordanie. Je suis retourné un petit peu pour voir les réfugiés. C'était il y a 2 ans. Et donc, je retourne un petit peu à ce même camp. J'étais souvent dans ce camp. Et pareil, bis repetita. Il faut savoir une chose. C'est qu'à l'époque, là, bien sûr, aujourd'hui, à l'honneur d'un Premier ministre qu'on adorait, qui s'appelait Yitzhak Rabin, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on ait voté pour lui ou pas, mais beaucoup de respect pour cet homme, pour un chef d'état-major en plus. Chef d'état-major de l'armée israélienne. Héros de 67, 48, comme on l'a dit avant. Mais quand même, il faut pas savoir une chose. Chef du Palmar. Mais quand même, il faut pas oublier une chose. C'est que c'est comme si demain, je pars en Argentine. Allez, je veux danser le tango. Ouais. Et je danse avec quelqu'un qui danse très très mal. Croyez-moi, même si je danse parfaitement, eh ben, on va être tous les deux ça va être un peu tordu comme danse. Alors, je veux pas aujourd'hui quand même faire aujourd'hui comme si tout était idyllique. Il faut savoir une chose. C'est quand même, Rabin était sincère. Israël était sincère dans ses accords. Mais à côté, le partenaire, eh ben, quand même, c'était quelqu'un qui était tout sauf honnête. Quand vous dites qu'il était sincère, il croyait vraiment dans la solution. Il voulait, je sais pas s'il croyait, Netanyahou aujourd'hui, finalement, il dit la même chose. Il ne faut pas oublier aussi, Jean-Charles,
que Oslo, ce n'était pas exactement l'initiative d'Yitzhak Rabin. Si, exactement. C'était Shimon Peres. Ok, c'est Shimon Peres qui a œuvré secrètement. Qu'au début lui impose presque, il faut dire le mot. Au début, Rabin était très froid sur l'idée. Bravo. Très froid sur l'idée, au début d'Oslo. Très froid. Et c'est petit à petit que Shimon Peres a réussi à le convaincre. Et on sait très bien que les relations entre les deux n'étaient... Aujourd'hui, bien sûr, il y a l'héritage de Rabin, Peres embrasse l'héritage de Rabin. Mais dans le temps, il y avait, moi je me rappelle personnellement, beaucoup de crises entre Rabin et Peres, même pendant ces négociations secrètes sur Oslo. Rabin ne voulait pas en entendre parler, au début. Et Shimon Peres, qui est un homme patient, intelligent, consistant, a réussi à le convaincre. Et il faut dire, au crédit de Rabin, que quand il a été convaincu, il a été à 100%. C'est-à-dire, moi, je dis, c'est un expériment qu'il faut faire à 100%. On va voir si on peut faire la paix. Ça, je le dis de connaissance, parce que j'ai eu beaucoup d'occasions de parler avec Rabin, qui était, vu les circonstances, à Washington, nos femmes sont amies, etc., était un ami personnel à moi, et comme Ofer le dit, un homme timide, un homme modeste, un homme qui... Pardon ? Intègre. Très intègre. J'ai d'ailleurs une petite histoire sur ça. Mais un homme qui était aussi très suspicieux. C'est-à-dire, il parlait franchement qu'avec les gens auxquels il faisait confiance. Il était très suspicieux. Et moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Rabin avait des doutes. Rabin avait des doutes. Vous voulez dire quoi? Sur la solution à deux États, il avait des doutes là-dessus? Non, on ne parlait pas de solution à deux États. On n'en parlait pas. Sur la sincérité du partenaire. Sur la sincérité du partenaire. Exactement. Je peux vous le dire, ok? Mais je dis ça au crédit de Rabin. Et malgré cela, il a voulu poursuivre à fond. Et peut-être aurait-il réussi. Peut-être. On ne sait pas. Je peux parler du partenaire. Je reviens de Ramallah, et c'est vrai que Rabin, c'est tout d'abord le guerrier. C'est le chef du Palmar, c'est le chef d'état-major, c'est 67, c'est le général. Aujourd'hui à Ramallah, et je ne dirai pas de nom, les gens que j'ai rencontrés étaient aussi très émus de ce 20e anniversaire. Eux aussi étaient persuadés que l'histoire aurait pu être différente s'il avait été vivant. Maintenant, parlons du partenaire, parce qu'il ne faut pas refaire l'histoire et d'une façon insidieuse, et je le regrette. Vous êtes en train de critiquer Rabin. Pas du tout, au contraire. Tout le monde. Au contraire, je n'ai que des louanges. Je veux le dire ici sur ce plateau. Je n'ai que des louanges pour le courage et l'intégrité de Rabin. Contrairement à l'avant 92, à l'avant 95, l'année de l'assassinat de Rabin, la droite israélienne n'était pas pour la solution des deux États. Aujourd'hui, y compris le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'aujourd'hui, publiquement, c'est pas toi. Je ne sais pas si je te le conseille, mais ça c'est une autre histoire. Et reconnaît que la seule solution aujourd'hui, et j'espère qu'elle sera la seule solution, parce que je n'en conçois pas une autre à ce stade, c'est la solution des deux États. Donc Rabin et les partenaires palestiniens sont arrivés à imposer à toute la classe politique israélienne, sauf à l'extrême droite israélienne, la solution des deux États. Elle a été adoptée par M. Netanyahou, elle a été adoptée par tous les prédécesseurs de M. Netanyahou, grâce à Yitzhak Rabin. Maintenant, par rapport à l'intégrité ou des partenaires palestiniens que nous avons, M. Netanyahou a fait 2 accords avec M. Yasser Arafat. Pas avec M. Abbas, avec Yasser Arafat. Il a signé 2 accords. Un, celui de Wai River, l'autre, celui de Hebron. Celui de Hebron, et c'est le seul Premier ministre de l'État d'Israël, même Rabin ne l'a pas fait, même Peres ne l'a pas fait, même Barak de la gauche israélienne ne l'ont pas fait. Le seul qui a signé un accord qui parlait de démantèlement de colonies à Hebron est M. Benjamin Netanyahou. Le seul qui a démantelé des colonies, c'est M. Sharon à Gaza et dans le nord de la Cisjordanie. Donc ils ont tous, la droite israélienne, qui était là sur le balcon 2 semaines avant l'assassinat de Rabin, pour le dénigrer, pour le critiquer, pour inciter contre lui, ont tous adopté la voie qui nous a ouvert. Ils ont tous adopté la voie qui nous a ouvert, et ils sont tous en train de marcher sur les pas de Yitzhak Rabin. Tous, avec les partenaires palestiniens, avec Yasser Arafat et avec Mahmoud Abbas. Moi, je tiens à remercier Ofer Braunchenet et son honnêteté, qui montre un petit peu comment la démocratie israélienne fonctionne, parce qu'il nous parle un petit peu comment il y a un
camp qui est démocrate et l'autre au contraire, et comment justement les héritiers, si vous voulez, de Rabin, parce qu'il y a aussi une chronologie, et qu'on le veuille ou pas, après l'assassinat de Rabin, il y a les élections en 96, et celui qui gagne les élections, c'est Benjamin Netanyahu de la droite, et donc s'il y a comment on va dire un petit peu ces concessions faites à Arafat, c'est parce qu'il y a quand même des accords signés, et quand même en Israël, qu'on le veuille ou pas, c'est des gouvernements démocratiques qui respectent. Donc si vous voulez un petit peu, il n'avait pas d'autre choix que de respecter et de suivre. Il ne devait pas mais signer de nouveaux accords. un instant. Pourquoi il a signé de nouveaux accords? Mais ce que vous essayez de dire, parce qu'il y a une réalité. Je vous réponds. Parce qu'il y a une réalité. De nouveaux accords. Est-ce qu'avant il aurait accepté ce qui a été accepté? Je ne le pense pas. Mais il y a quand même une réalité. Quand même, qu'on le veuille ou pas. Moi, je me souviens, je reviens, on parle de 93 à nouveau. Lorsque je parle justement, moi, en tant que journaliste, je vais voir les Palestiniens en Jordanie. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, les Jordaniens eux-mêmes, le ministre, je me rappelle l'information jordanienne que j'avais rencontré, bien sûr c'était en off aujourd'hui on peut parler, c'était déjà il y a très longtemps, et bien sûr les Américains à l'époque, mais ils étaient très étonnés, ils ne savaient même pas de tout ça, tout a été fait derrière le dos. Parce que finalement, si vous voulez, c'est une situation dans laquelle les Palestiniens qui étaient à Tunis se retrouvent maîtres d'un territoire, armés en plus, c'est quelque chose qui était un risque, un pari énorme que M. Yitzhak Rabin a pris. Nous aujourd'hui, 20 ans après, on remercie bien sûr le courage parce que la paix, personne n'a le monopole, ni sur la paix, ni sur la sécurité en Israël. Ce pari est énorme parce que tout le monde est d'accord. Parce que il faut l'appeler, le dire. Moi, ce que je pense, pas moi, ce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand même, comment on va dire, depuis 48, depuis toujours, Israël a voulu la paix. La paix, quand même, c'est le choix stratégique le plus intelligent. C'est pas en 93 ou les accords d'Oslo qui ont découvert la paix. Au contraire, par ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'il y avait déjà, avant les accords d'Oslo, une paix signée avec l'Égypte. Par qui? Par un Premier ministre de la droite. Mais dans cette histoire, ce n'est pas une question de droite-gauche. C'est quand même les Égyptiens étaient intègres, les Jordaniens sont intègres, même si vous voulez un petit peu les Mauritaniens jusqu'à un certain moment, mais qu'on le veuille ou pas, les Palestiniens étaient de mauvaise foi. Et je dis encore une fois, en 94, alors que nous, Israéliens, à Paris, et M. Pazin se souvient très bien, après les accords d'Oslo, les accords de Paris, dans lesquels Israël part dans le monde entier, afin de faire avancer ce territoire palestinien, faire en sorte de le fructifier, de le faire avancer dans tous les domaine que vous voulez ou pas, souvenez-vous très bien à Paris, qu'est-ce que fait Arafat? Il part en Afrique du Sud avec un discours horrible, hideux. Et par ailleurs, je tiens à rappeler que c'est pas seulement Yitzhak Rabin, Ehud Barak, les accords de Camp David, et même Ehud Olmert, qui propose à Abou Mazen quand même 3 quartiers de Jérusalem. Le quartier arabe, je veux bien. Le quartier chrétien, allez, j'accepte. Même le quartier arménien. Et Abou Mazen, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il trouve la porte grande ouverte et heureusement, il se sauve. Non, mais j'aimerais aussi placer un mot, si vous le permettez. Parce que je crois que nous sommes restés un peu coincés en 95, il me semble. Une nuit dramatique. Mais lorsque vous regardez la situation aujourd'hui d'Israël au Moyen-Orient, elle est complètement différente. On ne peut pas essayer de comprendre qu'est-ce qui aurait pu se passer. Il n'y avait pas de Daesh. Il n'y avait pas de désintégration de la Syrie. Il n'y avait pas un Iran menaçant à nos portes. Ok, il n'y avait pas un État, ou soi-disant État du Hamas à Gaza, avec lequel nous avons déjà eu 3 guerres. Ok, donc on ne peut pas rester figé dans le temps offert. On ne peut pas rester figé en 95. Peut-être qu'en 95, les choses auraient été possibles. Et aujourd'hui, malheureusement, pas à cause de nous. Il y a eu des changements. Il y a eu le printemps arabe. Il y a eu la vague d'islamisation totale au Moyen-Orient. Que ce soit chiite en Iran ou que ce soit sunnite avec Daesh et Al-Qaïda. La situation est différente. Et je crains aujourd'hui que même un rabbin aujourd'hui n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait en 95. Encore une fois, je regrette, je suis une minorité ce soir, mais on est en train de... Vous pensez qu'aujourd'hui... Non, on est en train de complètement changer le débat. J'ai été invité ce soir pour parler de 20 ans de l'assassinat de Rabin. J'ai l'impression, quelqu'un, encore une fois d'une façon insigneuse ou pas, nous donne l'impression que l'assassinat de Rabin est dû aux Palestiniens ou est dû à Yasser Arafat. Non, jamais dit un terroriste. Vous avez du mal à comprendre. On a parlé d'un salopard qui méritait la peine de mort. Un juif, un israélien. Je peux terminer. On l'a dit. Revenons à l'assassinat d'Yitzhak Rabin il y a 20 ans par un terroriste juif qui malheureusement, aujourd'hui, il y a des voix
de plus en plus importante dans la société israélienne. C'est pas ça ce qu'il a Je peux terminer, Boaz. Je peux terminer, je vous ai laissé trop. Mais il ne parlait pas de ça. Mais justement, on parle de l'assassinat de Rabin. Permettez-moi de parler. Vous voulez un débat sur Oslo, vous voulez un débat sur le processus de paix, avec plaisir, on le fera comme vous voulez. Ce soir, on parle d'Yitzhak Rabin. Mais moi, je veux revenir à l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Je veux revenir à l'assassinat d'Yitzhak Rabin. L'assassinat d'Yitzhak Rabin a été perpétré par un terroriste juif, pas un malade mental, pas un fou, par quelqu'un qui a été inspiré, par quelqu'un qui a été encouragé, par une ambiance délétère qui était dans la société israélienne à l'époque, par quelqu'un qui a voulu, encouragé par des rabbins, encouragé par des leaders politiques, venir commettre un acte politique pour empêcher Yitzhak Rabin de continuer dans sa voie, celle de la paix, de la réconciliation avec les Palestiniens, avec le monde arabe. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas détourner l'histoire. Et il faut qu'aujourd'hui... Non, mais le débat aujourd'hui... Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et je vois avec beaucoup de tristesse, avec fureur, avec vraiment énormément d'inquiétude, des voix qui se font entendre aujourd'hui dans la société israélienne qui parlent de la libération de cet assassinat. Et le président... Je n'ai pas dit... Heureusement que le président, il y a des fous partout. C'est pas des fous. Je suis désolé. C'est pas des fous, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. C'est pas des malades mentaux. Et heureusement que le président du gouvernement. Je ne vais pas citer de nom. Heureusement que le président de l'État d'Israël actuel, M. Rivlin, a remis les pendules à l'heure il y a quelques jours en disant jamais, lui en moi, ne graciera l'assassin d'Yitzhak Rabin, et je ne prononcerai même pas ce nom ce soir. Il y a aujourd'hui, encore une fois, je m'excuse, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, il y a encore les mêmes manifestations contre le Premier ministre actuel, avec encore une fois les mêmes images de Netanyahou et de Rivlin en habit SS, en habit nazi, parce qu'ils ont voulu faire des concessions, parce qu'ils ont eu le courage et ils ont eu raison. Personne ne cautionne ces gens-là. C'est ça qui m'inquiète. Alors je ne veux pas faire, aujourd'hui, je ne veux pas faire le procès ni de Yasser Arafat, ni des Palestiniens, c'est un autre débat. Aujourd'hui, je veux qu'en tant qu'Israélien, qu'on regarde la société israélienne avec inquiétude. Je ne suis pas sûr. Vous savez, de moins en moins de jeunes, aujourd'hui, savent ce que l'a fait Yitzhak Rabin. De moins en moins de jeunes commémorent l'assassinat d'Yitzhak Rabin. De moins en moins de jeunes apprennent l'histoire d'Israël et ce qui a poussé à l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et je vois aujourd'hui, dans la société israélienne, la même atmosphère délétère qui est en train de se développer, qui est un cancer dans la société. C'est plus dangereux que Daesh pour moi. C'est plus dangereux que le Hamas pour moi. C'est plus dangereux que Arafat pour moi. Il s'agit de quelques malades mentaux. Ces malades-là sont en train de gangréner la société israélienne. Ces malades-là sont des fous et des malades mentaux en la société israélienne. Et pour moi, c'est le ça n'a rien à voir. C'est pas l'Iran le plus grand danger d'Israël. C'est pas Daesh le plus grand danger d'Israël. Le plus grand danger d'Israël, c'est Sinat Achim. C'est la Shonara. C'est une guerre civile à l'intérieur. La médisance et la haine est gratuite. C'est ça. C'est comme ça que le peuple juif a perdu le premier temple, le deuxième temple. Et c'est ça le plus grand danger de l'État d'Israël. Voilà qui est dit. Il vous reste moins d'une minute. On est tous d'accord, donc il ne faut pas s'énerver. On a parlé du danger iranien, on a parlé de Arafat, on parle de l'assassinat d'Yitzhak Rabin et des raisons qui ont... Pour terminer, je veux dire juste une chose. Autour de cette table, nous sommes 4 personnes, y compris vous, je vous inclus. On était tous ce soir-là, il y a 20 ans, horrifiés, triste, pas triste, mais choqué, tout ce que vous voulez. Et nous avons une tâche pour, dans 100 ans, 1000 ans encore, on va tous réfléchir, penser à Yitzhak Rabin. Si certains ne se souviennent pas du nom ou de la date, ce sont les mêmes ignorants aujourd'hui dans toutes les sociétés du monde entier, malheureusement aujourd'hui, des jeunes qui sont un peu inconscients, mais ça c'est un phénomène mondial. Yitzhak Rabin, je crois, il a sa place dans l'histoire et l'honneur pour toujours. Juste une chose, on ne peut pas quand même détacher, c'est ce que... Ici, autour de cette table, on a essayé de dire un petit peu qu'il y a aussi une réalité qui est plus forte parfois que les personnes et qu'encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens autour de nous avec qui il faut faire la paix et que malheureusement encore, ils ne veulent pas encore faire la paix. Il faut le savoir. C'est pas vrai. Je suis obligé de vous arrêter. Et juste une dernière chose, permettez-moi. C'est le Premier ministre qui a rencontré Abou Mazen. J'ai pas le temps. Boaz Bismuth. Bon, restez là, on va le dire après la pub. Restez après la pause. Restez. C'est les qui m'inquiètent.
suite de cette édition spéciale donc consacrée aux 20 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. C'était vraiment il y a tout juste 20 ans ce soir-là. On est toujours avec Boaz Bismuth, avec Ofer Bronstein. Dror Even-Sapir nous rejoint. On parlera avec lui dans un instant justement du climat politique. On parlait justement avec vous, Ofer Bronstein et Boaz Bismuth. C'était très animé avant qu'Avi Pazner ne nous laisse. De ce climat que vous constatez, vous n'étiez pas d'accord d'ailleurs l'un et l'autre sur le climat qui préside aujourd'hui 20 ans après l'assassinat de Rabin. M. Pazner est parti parce qu'il avait un rendez-vous, pas cause du climat, bien sûr. Tout va bien, tout va bien et tout est amical et nous aimons tous ce pays, bien sûr, et nous pensons tous à Yitzhak Rabin. Juste une chose à dire, bien sûr, pour Ofer, et il a le droit, bien sûr, de le dire, ce qui l'inquiète, c'est ceci. Il a dit, avec tout le respect pour Daesh et les Palestiniens, Hamas, etc., et les islamistes et tous ces gentils garçons, ce qui l'inquiète, lui, plutôt, c'est ce qui se passe, les extrémistes chez nous en Israël. Je tiens à lui dire quand même qu'il y a aussi une question de proportion. Et quand même en Israël, qu'on le veuille ou pas, et vous avez évoqué vous-même le fait que Sharon, ce grand méchant loup pour les Palestiniens, a démantelé bien sûr la bande de Gaza. Netanyahou qui rencontre et qui signe 2 fois avec Yasser Arafat. Il y a quand même une démocratie, oui, qui est saine. Si on essaie aujourd'hui de nous démontrer Israël quand un pays où la démocratie est menacée, etc., etc. Je tiens à vous rappeler, M. Bronstein, ou Ofer Bronstein, mon ami, que la dernière fois qu'on était ensemble dans un plateau de télévision, c'était une demi-heure avant les résultats des élections. Et vous étiez déjà pas à professer, enfin une prophétie, mais à m'expliquer justement pourquoi justement Israël a changé de gouvernement de Premier ministre. Et alors ça veut dire un petit peu que peut-être, avec tout le respect, vous connaissez peut-être Ramallah, là où les Palestiniens, que vous avez bien sûr un passeport, je pense, mieux que nous les Israéliens aujourd'hui. La preuve, il y a quelques mois à peine, vous avez tout il faut pour les élections. Peut-être vous connaissez peut-être pas assez bien déjà la société israélienne. Mais tout d'abord, moi, c'est toi qui faisais l'éloge des sondages tout à l'heure. Donc moi, je me suis basé sur les sondages. Des sondages sur Trump, y compris en Turquie. Encore une fois, je l'ai dit, y compris en Turquie. Pas le débat. Et en Grande-Bretagne avec David Cameron et avec les élections israéliennes. Et déjà en 96 en France avec Juppé. Permettez-moi de préciser ma pensée. Je voudrais rappeler, on parle de l'héritage de Rabin et je voudrais revenir à son héritage. La seule fois dans l'histoire de l'État d'Israël, la seule fois en 65 ans d'existence, où pendant 2 ans, le budget de l'éducation nationale était plus important que le budget de la défense, pendant que Yitzhak Rabin a été Premier ministre. C'est le seul Premier ministre dans l'histoire d'Israël qui a fait que le budget de l'éducation nationale était plus important que le budget de la défense. On parle de l'héritage de Rabin. Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer, avec cette région qui est vraiment une période très, très compliquée, cette région sans des accords de paix solides avec l'Égypte, solides avec la Jordanie. Est-ce qu'on peut se l'imaginer? C'est l'œuvre de Yitzhak Rabin. Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer la région et la relation avec les Palestiniens sans une autorité palestinienne? Même le Premier ministre israélien actuel, M. Netanyahou, appelle encore aujourd'hui à M. Abbas de venir de le rencontrer pour pouvoir parler de paix, pour pouvoir reprendre les négociations de paix. Si M. Netanyahou seront la semaine prochaine à Washington, c'est pour relancer un processus de paix. Donc eux aussi sont allés et continuent à aller sur le chemin d'Yitzhak Rabin. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe dans la société israélienne. Et je dis et je redis que le grand danger, c'est de laisser ce cancer de radical, d'extrémistes minoritaires. Je suis très fier de la démocratie israélienne. Je suis très fier de ce que la société israélienne. Je suis très fier d'être israélien. Mais il y a une minorité qui prend de l'ampleur dans la société israélienne qui est un cancer. Il y a de plus en plus... Il y a des juifs qui brûlent des Palestiniens. Il y a des juifs qui appellent un assassinat. Le frère d'Igal Amir a été arrêté la semaine dernière pour avoir menacé... C'est une minorité. Mais c'est une minorité extrême, qui se permet aujourd'hui de dire haut des choses qui sont dangereuses. Cette même minorité s'est permis, il y a encore quelques semaines, de mettre des habits SS sur le dos du Premier ministre Netanyahou, sur le dos du président Rivlin. Et cette minorité, il faut la combattre avec énormément de détermination parce qu'elle prend de l'ampleur et qu'elle met en danger la société israélienne. Et à mon avis, c'est un danger encore plus important que les dangers extérieurs. C'est ça qui m'inquiète. Et c'est ça que je veux absolument, avec détermination, dénoncer. Et je nous dis à tous, soyons très vigilants. Soyons très vigilants. Voilà qui est dit. D'accord là-dessus. Merci Boaz Bismuth, merci Ofer Bronstein. On va continuer dans un instant avec vous, Dror Even-Sapir, à parler de l'héritage politique. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui a été l'une des grandes questions également de cet assassinat. C'est comment les services de sécurité ont-ils pu laisser passer un extrémiste aussi près du Premier ministre à tel point qu'il puisse lui tirer quasiment à bout portant dessus avec son arme. Ça aussi, c'est une des questions. Et l'un des agents des services de sécurité qui était chargé de la protection du Premier ministre, eh bien, se confie. Témoignage extrêmement rare. C'est un reportage signé Daniel Atlan.
4 novembre 1995. Dans les couloirs menant aux salles d'interrogatoire du Shabak, le destin fait se croiser deux hommes que tout oppose. L'un est chargé d'assurer la sécurité du Premier ministre, l'autre vient de l'assassiner. Dvir Kariv est alors agent des services de sécurité intérieure. Il est le premier homme à être en contact avec Yigal Amir, l'assassin d'Yitzhak Rabin. Je passe dans les couloirs du centre d'interrogatoire du Shabak et c'est là que je le vois assis. La porte de la salle est ouverte. De la lumière émane de cet homme. Il rayonne vraiment. C'est comme si vous regardiez le soleil à 1 mètre de vous sans pouvoir fermer les yeux ni vous retourner. C'est impossible de le fixer plus de 3-4 secondes. Du coup, je rejoins mes collègues dans une autre salle. Vraiment, il rayonnait de bonheur. Il était à l'apogée de sa vie. Il avait réussi à atteindre ses objectifs. Un peu plus tard dans la soirée, je lui parle quelques minutes par-ci, par-là. Je lui sers un café et je lui pose quelques questions, par curiosité. Je me souviens de ma toute première question. Je lui ai demandé s'il avait eu peur. J'étais curieux de savoir s'il avait eu peur ou non. Et sa réponse m'a beaucoup surpris. Il m'a dit que oui, il avait vraiment eu peur et ça m'a étonné parce qu'il avait l'air heureux, rayonnant. Et je me suis dit que ce n'était pas logique. Il m'a donc dit « j'ai vraiment eu peur » et là, il a attendu 3-4 secondes et a ajouté « j'ai eu très peur de ne pas réussir mon coup ». Le ton est donné. Yigal Amir n'éprouve aucun regret. Son arrogance donne à l'agent du Shabak des envies de meurtre. Une arme dans son sac, Dvir Kariv décide d'abattre l'ennemi public numéro 1 avant de se rétracter. On a compris que ce soir-là, il y avait eu 2 grands ratés. 1, le Premier ministre a été assassiné. Et 2, son assassin n'a pas été éliminé sur le coup. Tu vois cette erreur devant tes yeux, l'échec du Shabak que tu aimes tant. Tu as devant toi l'homme qui a fait voler en éclats toutes tes valeurs. Et donc oui, à l'aube, je me suis dit, c'est ce qu'il faut faire. Non, pas pour moi, mais pour mon pays. Il fallait que je prenne mon arme et que je le tue. Mais je ne l'ai pas fait, et c'est ça qu'il faut retenir. Car si je l'avais tué, c'est lui qui aurait gagné dans sa volonté de détruire la démocratie. Dvir Kariv laisse donc à la démocratie le dernier mot et se donne une mission, tirer les leçons d'une scène avec laquelle il va devoir apprendre à vivre et qui repasse en boucle dans sa tête. Ce qui est incroyable, c'est la distance entre l'assassin et la victime. C'est rien, tendez votre bras pour vous rendre compte. C'est la longueur d'un bras. Il peut presque le toucher. S'il veut, il peut le toucher et le faire tomber. Ici, il y a un garde. Ici, un deuxième. Ici, un troisième. Et dans cette direction-là, il n'y a qu'un seul garde. Pourquoi un seul garde? Parce que la menace, elle vient de là. Il y en a en face de la rue Imgavirol. Alors tous les yeux étaient rivés dans cette direction et alors l'assassin a surgi d'ici. Les services du Shabak ne regardent donc pas dans la bonne direction et la société israélienne non plus. Elle n'imagine pas alors que l'assassin puisse être issu de milieux juifs. En 1995, les services de sécurité généraux ont publié un avertissement mettant en garde contre le risque qu'un tel assassinat se produise si l'incitation à la haine se poursuivait. Mais avec le recul, je me rends compte que ceux qui ont entendu cet avertissement ne pensaient pas vraiment que c'était possible, parce que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas concevoir en Israël et dans le monde, qu'un juif puisse tuer un autre juif. Après 22 ans de service au sein du Shabak, Dvir Kariv consacre aujourd'hui sa vie à l'éducation. Une mission qui trouve plus que jamais son sens à l'heure où l'incitation à la haine provoque une vague de terreur dans le pays. Alors, direction justement la place Rabin, cet endroit qu'on vient de voir il y a 20 ans et qu'on va retrouver avec Cyril Amar. Cyril, vous êtes toujours sur place. On se souvient évidemment de ce meeting pour la paix qui était censé rassembler les Israéliens, mais 20 ans après, on s'aperçoit que la société israélienne reste encore divisée autour évidemment de ce drame et de cet assassinat de Rabin.
Oui, Jean-Charles, de son vivant comme après sa mort, Yitzhak Rabin n'aura pas toujours fait l'unanimité. Depuis 2 décennies maintenant, la gauche et la droite israélienne ont le plus grand mal, il faut bien le dire, à commémorer l'assassinat d'Yitzhak Rabin ensemble à chaque année, à chaque commémoration. Chacun y va de sa tribune pour afficher ses divergences politiques. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a la gauche israélienne qui refuse en aucun cas de vouloir dissocier la mémoire d'Yitzhak Rabin à son action politique, à son combat pour la paix, si vous voulez. Et puis la droite qui elle, prétend qu'on peut se souvenir d'Yitzhak Rabin, de son action militaire d'ailleurs, de son rôle de Premier ministre avant les accords d'Oslo, sans pour autant cautionner un accord de paix avec les Palestiniens, sans pour autant cautionner un compromis territorial avec les Palestiniens. Alors, les choses bougent évidemment, puisque la semaine dernière, c'était l'occasion des commémorations officielles de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, selon, vous le savez, la date hébraïque, non pas celle du 4 novembre, et était présent à ces commémorations Reuven Rivlin, le président de l'État d'Israël, un ancien faucon du Likoud, farouchement opposé à la création d'un État palestinien, adversaire, rival politique d'Yitzhak Rabin. En son temps, il a fait honneur de sa présence la semaine dernière. Donc unité ou unité de façade, certains y voient plutôt la désillusion d'une gauche qui, depuis l'assassinat de Rabin, Jean-Charles, n'a accédé au pouvoir qu'une seule fois. C'était en 1999 avec un certain Ehud Barak, général militaire lui aussi, qui avait fait sa conversion réussie en politique. Merci Cyril Amar en direct de cette place Rabin. Alors Dror Even-Sapir, analyste politique, on va voir avec vous ce qu'il reste aujourd'hui de cet héritage. D'abord, comment on peut résumer l'héritage diplomatique de Rabin ? C'est une question qu'on pose chaque année à la même période. Comment définir, comment délimiter ce qui pourrait être un héritage Rabin ? Alors, sur le plan diplomatique d'abord, on a tendance, surtout à l'étranger en fait, à présenter Yitzhak Rabin comme étant l'homme de la paix. Alors bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Rabin était avant tout un pragmatique, et c'est par pragmatisme qu'il s'était rangé à l'idée d'un partage de la terre, qu'il avait accepté les accords d'Oslo, dont il n'était pas à l'initiative. C'est par pragmatisme également qu'il avait accepté le principe de concession territoriale et de négociation avec l'OLP. Est-ce qu'il serait allé jusqu'à accepter l'idée d'un État palestinien à part entière ? Là-dessus, les historiens sont tout à fait divisés. On n'a pas véritablement de réponse. Et puis Rabin, c'était également, bien évidemment, l'homme de la lutte très ferme pour la sécurité d'Israël. On se souvient de cette formule qui résume très bien, en fait, quelle était la position de Rabin. Il faut lutter contre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix et négocier, en l'occurrence avec les Palestiniens, comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Alors, que reste-t-il également de cet héritage interne, cette fois ? Alors, au niveau interne, et on en a dit quelques mots dans le débat que vous avez animé tout à l'heure. Yitzhak Rabin, on a tendance à l'oublier, effectivement. Yitzhak Rabin, en tout cas le gouvernement Rabin, avait investi massivement dans les budgets sociaux, notamment dans le budget de l'éducation. Ça, c'est un point important. Un autre point qu'on a tendance à oublier, c'est le début de coopération à l'époque entre le gouvernement Rabin et les partis arabes qui formaient avec le gouvernement une espèce de majorité de blocage qui empêcher en fait à la droite israélienne de former un gouvernement alternatif. Et ce début de coopération s'était traduit notamment par un investissement massif, là aussi, dans le secteur arabe israélien. Dernier point au niveau interne, bien évidemment c'est symbolique, le refus de la violence politique, et c'était au cœur du dernier discours prononcé par Yitzhak Rabin. Et l'inquiétude que ressentait Rabin vis-à-vis de la violence politique, malheureusement, elle était tout à fait justifiée. Alors voilà pour cette analyse, donc Dror Even-Sapir, merci. On va devoir maintenant justement ce que pensent les jeunes israéliens qui n'ont pas connu Rabin, ceux qui sont nés par exemple en 95. Que leur reste-t-il de l'image de Rabin ? Là aussi dans le débat tout à l'heure on a vu que les idées étaient un petit peu contrastées là-dessus. Julien Baloul est allé enquêter, reportage. Du meurtre, des milliers de jeunes sont venus pleurer leur Premier ministre. On les a appelés les jeunes des bougies. Ils sont aujourd'hui parents et parlent souvent avec amertume de leur pays. Mais 20 ans après l'assassinat, une autre génération est née. Une génération qui n'a pas connu Yitzhak Rabin et qui, cette année, organise à Tel Aviv le rassemblement en sa mémoire. L'avenir dépend de nous. D'après moi, les mouvements de jeunesse sont là pour préserver les valeurs de notre pays. On peut agir par l'éducation, c'est le meilleur moyen. L'avenir dépend tout simplement de nous. Dans tous les pays, il y a des extrémistes. Je ne pense pas pour autant que l'extrémisme ait pris le contrôle de notre société ou que l'on soit éduqué à la haine. La jeunesse en Israël est vraiment unique. Y compris dans la bulle de Tel Aviv, il y a des gens qui s'intéressent, qui veulent changer pour que le pays aille mieux. Il faut rester positif.
J'imagine que si on avait ouvert un débat politique, nous serions en désaccord tous les 6. Mais le fait que nous venions de différents mouvements et que nous puissions nous asseoir ensemble et participer au rassemblement annuel prouve qu'il n'y a pas que de la haine. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. 20 ans après son assassinat, les divisions entre Israéliens demeurent et le dialogue cède parfois encore la place à la violence. Après, les derniers mots d'Yitzhak Rabin résonnent comme un rêve inachevé, celui d'une société israélienne plus tolérante et en paix avec elle-même. Voilà, reportage Julien Baloul. Dror, si on veut résumer d'un mot ce qui reste aujourd'hui de Rabin. La plupart des Israéliens aujourd'hui, même ceux qui soutiennent les partis qui se disent comme étant les héritiers d'Yitzhak Rabin, eh bien, la plupart des Israéliens sont pour le moins sceptiques quant aux chances d'une paix négociée avec les Palestiniens. Par contre, l'idée d'une séparation fait son chemin et Yitzhak Herzog, qui se veut l'héritier politique d'Yitzhak Rabin, le numéro 1 de l'opposition travailliste, parle de moins en moins de paix et de plus en plus de séparation. C'est très net dans la terminologie utilisée aujourd'hui par l'opposition israélienne. Est-ce que c'est dans la droite ligne de l'héritage Rabin? La question reste ouverte. Merci Dror Evan Sapir. Voilà pour cette édition spéciale. Vous avez rendez-vous avec un nouveau journal dans un instant sur i24 News. Bonne soirée.